Bienvenue à tous dans le 20h de ce 10 septembre à la une. La rentrée des classes 2018-2019 a eu lieu ce lundi. Sur tout le territoire ivoirien, les élèves petits et grands ont repris leurs cartables et ont rejoint les tables bancs. C'est une année scolaire de 3 trimestres qui compte 1320 heures de cours, soit 32 semaines au total. Lutte contre la fuite de l'anacarde à Bondoukou, cette zone de forte production de noix de cajou. Les producteurs ont bien souvent du mal à exporter, mais certains ont vite fait de trouver la solution. Ils se tournent vers l'illégalité en allant vendre leurs noix de cajou au Ghana voisin. Le paysage politique suède est éclaté après une percée plus faible que prévu de l'extrême droite aux législatives de dimanche. Ni la droite ni la gauche n'auront obtenu la majorité. Les formations politiques du royaume vont devoir repenser leurs alliances. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Bienvenue dans le 20h de ce 10 septembre, jour de la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Démarrant au palais présidentiel où le chef de l'État ivoirien a reçu en fin d'après-midi la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est. Elle est l'envoyée spéciale du président rwandais Paul Kagame. Ce lundi matin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu au lycée classique d'Abidjan pour se rendre compte de la reprise effective des cours. Il a exhorté les acteurs du système éducatif à la culture du civisme et de l'engagement. Alexis Ouedraogo. Un visiteur inattendu pour ce premier jour de classe au lycée classique d'Abidjan, Amadou Gon Coulibaly s'invite dans les salles de classe. Chaude poignée de main, petits mots encourageants, le Premier ministre s'assure que tout se passe pour le mieux. Une visite qui réjouit élèves et enseignants. C'est une motivation pour nous, c'est pour nous dire de se mettre au travail. Savoir que le Premier ministre de votre pays vient dans votre classe, ça permet de dire que peut-être demain moi aussi je serai Premier ministre, donc ça va les encourager. Aux côtés du chef du gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, ne cache pas sa joie d'avoir ce soutien de taille. Avec elle, les syndicats inscrits dans une trêve sociale qui permet une rentrée scolaire sereine. Je suis heureux en arrivant ici de voir que M. Nyandia Zadi était présent puisqu'il est un des signataires de l'accord sur la trêve sociale. J'imagine que par sa présence, c'est la réaffirmation de ce que les accords qui ont été signés seront respectés par tous, et que cette année qui commence, dans les conditions que nous voyons et que Mme vient de signifier, se déroulera de manière paisible, et ceci pour le bien de nos enfants, puisqu'en tout état de cause, c'est cela la priorité pour tout le monde. Pour cette rentrée 2018, plusieurs réalisations enrichissent le patrimoine de l'éducation nationale. 4600 classes, 30 nouveaux collèges, 2500 professeurs et 1000 éducateurs recrutés. Le gouvernement est toutefois conscient que beaucoup reste à faire. Il y a encore des déficits ici et là. Et nous allons donc continuer de travailler pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces préoccupations. Cette année, ils sont un peu plus de 7 millions d'élèves à être inscrits sur toute l'étendue du territoire. Une année académique placée sous le thème civisme et engagement. Le thème de la rentrée, Madame le ministre, est aussi un thème, je crois, pour l'ensemble des Ivoiriens. Nous devons appeler nos compatriotes, c'est vrai, à beaucoup plus de civisme. Et nous devons aussi appeler nos compatriotes à encore plus d'engagement pour l'intérêt général, d'engagement pour la chose publique. C'est important. Mais c'est extrêmement important que nous commencions à l'inculquer aux enfants maintenant, parce qu'eux sont les responsables de demain. Amadou Gon Coulibaly a tenu à rappeler la ferme volonté du chef de l'État d'avoir en Côte d'Ivoire une éducation de qualité. Le Premier ministre a pour finir souhaité une belle année académique aux acteurs du monde de l'éducation. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité, c'est en effet le thème de cette année scolaire de 3 trimestres qui compte 1320 heures de cours, soit 32 semaines au total. Nous avons fait le tour de plusieurs communes pour cette rentrée des classes. Direction le groupe scolaire Plateau d'Okuyi dans la commune d'Abobo avec Mamadou Kwasi. 7h40, groupe scolaire Plateau d'Okuyi dans la commune d'Abobo.
Les parents accompagnent les élèves pour ce premier jour de classe. Après 3 mois de vacances, ce sont des retrouvailles chaleureuses entre enseignants et élèves. Les enfants nous ont manqué, nous sommes revenus, c'est vraiment une grande joie de les retrouver. Je suis contente de retrouver ma maîtresse, elle m'a beaucoup manqué. Un tour dans les classes de maternelle, ce sont des chants qui nous accueillent. Les enfants sont partagés entre pleurs et distractions. Comme eux, les plus grands ont aussi répondu présents pour ce premier jour de classe. Ils ont même entamé des révisions avec les enseignants. On a demandé aux maîtresses d'être dans les cours et de commencer à faire des révisions avec les enfants, ce qui va motiver les autres à venir. C'est la classe de CM1, donc nous faisons les révisions de la classe de CE2 voilà, pour les préparer à leur nouvelle classe. Le nombre d'élèves que vous voyez ce matin, nous pouvons nous retrouver d'ici fin septembre. On peut avoir le triple de ce nombre que vous voyez ce matin. À un moment donné, les enfants seront assis 3, 3, 4, 4. Si les enseignants de l'école primaire Bade logés dans l'enceinte du groupe scolaire Plateau d'Otuy ont repris les cours, ce n'est pas le cas pour ceux de l'EPP d'Otuy, la plus ancienne des 3 écoles. Les maîtres sont angoissés par le tableau que présente leur établissement. Pour le moment, les conditions de travail ne sont pas ça, puisqu'il n'y a pas de, vous pouvez le constater vous-même, il n'y a pas de bancs en classe. Voilà. Est-ce que l'année dernière il y avait des bancs? Oui, mais ces bancs-là étaient en train de se casser et ils étaient dans une situation vraiment très avancée. Et chaque fois qu'il pleut, on n'arrive plus à travailler dans cette école-là. En attendant qu'une solution soit trouvée, les plus grands ont décidé de se servir dans les autres salles de classe. Nous sommes là depuis 7h39. Nous avons constaté qu'ils n'avaient pas de bancs dans la classe. Et nous avons décidé de venir pour les bancs. Une situation qui ne laisse pas indifférents les parents d'élèves. C'est venir accompagner tes enfants dans ces genres de tâches, ce n'est pas du tout facile. Moi-même, j'ai regardé, il y a la poussière partout, les bancs, il y a des salles qui n'ont pas de bancs, ni rien, les enfants sont dehors. Donc c'est comme ça, vraiment, en tant que parent, ce n'est pas facile. Je suis un peu déçue de ce côté-là. Que de difficultés pour EPP d'Otuy, ouverte en septembre 1987. En plus du manque de bancs, cette école et l'ensemble des autres écoles du groupe scolaire Plateau d'Otuy sont confrontés à un véritable problème d'étanchéité et une dégradation très avancée des bâtiments. Ici, pas besoin de chercher des toilettes appropriées. Les enfants sont obligés de se soulager à l'air libre et surtout derrière ces bâtiments. Le COGES interpellé se dit impuissant face à l'énormité des besoins. On n'a pas grand moyen, donc on essaie de rentrer en contact avec des personnes, des structures pour pouvoir bien nous aider. On a fait des demandes qu'on a déposées dans des structures. On espère que nos demandes vont avoir gain de cause. Les cotisations sont instaurées, mais bon, il y a des parents qui ne payent pas. Et puis l'école a tellement de difficultés que c'est difficile avec les cotisations de répondre à tous les besoins. En attendant de voir leur école réhabilitée, surtout de disposer de tables bancs pour tous les enfants, les cours ont déjà commencé, là où c'est encore possible. Et ce, avec un point de mire, les résultats en fin d'année scolaire. À Boaké, dans la région de Gbeke, la rentrée est bien effective. Dans l'enseignement primaire, la journée s'est bien déroulée, contrairement au secondaire où des perturbations ont été enregistrées. Hassan Khan et Kwadio Kwame. Premier jour de rentrée scolaire 2018-2019 à Boaké. Dans les établissements primaires visités, Ville-Nord, Ngatakro et Aouniassou, l'heure est au nettoyage des classes pour certains. Et pour d'autres, c'est la prise de contact avec le nouvel enseignant. Nous leur disons que c'est la rentrée, les vacances sont terminées et donc qu'ils s'apprêtent pour que le travail puisse reprendre effectivement. Je suis contente de retrouver mes camarades de CE2. Mes camarades qui sont à la maison, je leur dis de venir à l'école pour qu'on travaille. J'ai constaté que les enseignants sont là, les directeurs sont là, tout le personnel est en place. Si au primaire, tout se passe relativement bien, au secondaire, l'on enregistre des perturbations dans la plupart des établissements secondaires. Manifestation d'un groupe se réclamant de la CESI, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Manifestation contre le coût élevé des inscriptions. Les directeurs régionaux entendent prendre des dispositions nécessaires pour réussir cette rentrée scolaire 2018-2019 dans le Gbeke. Nous avons été interpellés par différents chefs d'établissement nous indiquant qu'une horde d'étudiants se serait rendue dans chaque établissement pour exiger l'arrêt des inscriptions physiques parce que pour eux les frais d'inscription physique
était exorbitant. Donc nous invitons les uns et les autres à des rencontres pour qu'ils nous expriment leurs préoccupations et qu'ensemble, on puisse trouver les solutions dans l'intérêt des enfants dont l'éducation nous a été confiée. Les différentes draines de Bouaké ont donc tenu une réunion d'urgence avec les responsables d'établissement. Pour des années scolaires réussies, chaque année, ce sont près de 5000 enseignants du primaire et du secondaire qui sont formés en Côte d'Ivoire. Après la formation initiale au CAFOP ou à l'ENS, les premières années d'enseignement ne sont pas toujours faciles. Nous vous proposons les premiers jours de 2 nouveaux enseignants qui eux aussi étaient à leur premier jour de classe. Didier Nguesson et Christelle Menant. 232 élèves ont fait leur entrée au groupe scolaire Obodjikro dans le département d'Agboville. Comme eux, Stéphane fait également sa rentrée des classes, la toute première en tant qu'enseignant d'école primaire. Il vient d'être affecté dans la ville et n'a pas encore de logement. C'est son collègue qui l'héberge. C'est ici on se débrouille. C'est pas le luxe, mais c'est bon. On fait avec. Ouais, il n'y a pas de meubles. C'est difficile pour faire les fiches. Souvent, on travaille tard, jusqu'à 23h, minuit. L'accès aussi au quartier est un peu difficile. Au-delà de ça, c'est le métier que nous avons choisi. On n'a pas d'exemple moyen présentement, mais on fait tout pour avoir un bon résultat. Entre 2 cours, les instituteurs déjeunent rapidement. Tu as déjà commencé à te chausser. On reprend à 14h. 2 kilomètres séparent le domicile de l'école, soit 8 kilomètres de marche chaque jour. Stéphane ne dispose pas de mobilette comme la plupart des enseignants de son école. Il attend, pour se l'offrir, le fameux rappel. Le rappel, c'est le cumul de salaire que le nouveau fonctionnaire perçoit après ses premiers mois d'activité sans solde. En attendant de le recevoir, l'instituteur ne ménage pas ses efforts. Il faut d'abord établir les fiches. Il faut mentalement être prêt, voir d'abord comment véhiculer le message en fonction de la leçon, que les enfants soient attentifs. Stéphane a dans sa classe une élève en situation de handicap dans le cadre du projet Éducation inclusive. Projet pour lequel l'enseignant a reçu une formation sur le langage des signes. Venir ici avec les autres élèves, de la même manière, donc ils ont leur objectif, c'est-à-dire travailler bien en classe, avoir de bonnes notes et passer en classe supérieure. Moi aussi, j'ai mes objectifs, les encourager, animer la classe et leur permettre d'avoir de bons résultats et passer tous en classe supérieure, de sorte à faire un 100% à la fin de l'année. Ils viennent de CAFOP, on sait qu'ils ont été formés là-bas. Mais bon, c'est selon le travail qu'ils vont faire, on saura vraiment si la compétence y est. En tant que parent d'élèves, je préfère les juger au résultat. Commencer à travailler loin de chez soi et pas toujours dans les meilleures conditions. Certains parents d'élèves ont conscience de ces difficultés et n'hésitent pas à aider avec des vivres ou en trouvant un tuteur à ces nouveaux venus. À Agboville ici, nous connaissons, il a des problèmes. D'abord, problème d'hébergement et tout ça là. Et donc, vraiment, si le besoin se faisait sentir, moi, personnellement, je suis prêt à l'aider dans ce sens-là. Tout le monde ne peut pas rester à Abidjan, tout le monde ne peut pas rester à Agboville, ni à Bouaké, ni à Toumoudi, parce qu'il y a des écoles un peu partout dans des campements. Acceptez votre lieu d'affectation. En 2018, 41 000 candidats ont postulé pour 5 000 places d'enseignants dans le primaire. Les enseignants recrutés sont formés au Centre d'animation et de formation pédagogique, CAFOP, pendant 1 an, avant d'être mis en stage sur le terrain pour la même durée. Chaque année, 3 500 instituteurs en moyenne sont formés dans les 16 CAFOP que compte le pays. Autre niveau d'enseignement, autre novice. Ghislain a été affecté comme professeur de français au lycée technique de Cocody. Pour réussir sa rentrée des classes, il peut compter sur le conseil d'enseignement. Ici, nous travaillons en équipe, nous préparons nos fiches ensemble, nous choisissons nos tests ensemble. Et nous lui avons donc demandé de faire un effort pour pouvoir s'intégrer. En salle des profs, Ghislain, motivé, prépare son cours avec l'aide d'un devancier plus expérimenté. Pas de classe d'examen pour sa première année. Le novice devra faire ses armes avec les classes intermédiaires. Voilà, donc je dis comme hier, je vous l'avais expliqué, j'ai un cours d'expression écrite. Formé à l'approche par les compétences, APC, le nouveau système d'enseignement dispensé à l'école normale supérieure, ENS, Ghislain entend mettre en application ses acquis. C'est une occasion pour nous de transmettre à ceux qui sont déjà sur le terrain les changements, les modifications qui ont pu avoir lieu lors de la formation que nous avons reçue.
Cet enseignant qui arrive établit avec tous les éléments qu'il a reçus en formation, cette relation de confiance désormais qui doit exister entre apprenants et pédagogues. Une approche qui ne laisse pas indifférents les apprenants. Je ne savais pas vraiment que c'était un nouveau professeur dans cet établissement. Mais il enseigne très bien, il est rigoureux, sa manière d'enseigner me plaît. Au fil des années, les enseignants feront leurs preuves en honorant ou non cette noble mission. En fin de carrière, chacun d'eux peut se targuer d'avoir ouvert les portes du savoir à une moyenne de 1500 élèves. Demain, mardi 11 septembre, juste après le journal de 20h, vous suivrez sur RTI 1 votre émission spéciale sur l'école ivoirienne. Faut-il repenser notre système éducatif et comment? La Ciné-Fofana recevra en direct à partir de 20h50 des enseignants, des chercheurs et aussi des parents d'élèves afin de répondre à ces questions. Pour participer aux échanges, vous pourrez appeler le 22 40 12 58. Contrairement aux enfants de son âge, elle n'a pas été à l'école en ce jour de rentrée de classe. Depuis le samedi 8 septembre dernier, l'histoire d'une fillette de 8 ans, victime présumée de viol, circule sur la toile. Élève en classe de CM1 à l'EPP Guy Trozon 1 de Dieucoué dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, elle aurait été violée par un instituteur et directeur de son école. Informées, les autorités ont ordonné le transfert de la fillette à l'hôpital mère-enfant de Bangerville pour une prise en charge totale où elle est internée depuis ce matin. 3 membres du gouvernement se sont rendus à son chevet pour connaître son état de santé et aussi savoir comment les faits se sont déroulés, s'ils sont avérés. Nous vous proposons d'écouter les propos du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, à l'hôpital mère-enfant. Les soins donc ont commencé et il nous appartient de venir saluer et la petite fille connaître son état, saluer la famille et avoir toutes les informations utiles avec les praticiens d'ici qui l'ont pris en charge. Il faut garder toute sa sérénité en toutes circonstances. Il n'y a que les spécialistes, les médecins, les juges qui pourront de façon définitive parler de viol ou pas. Dans le domaine des transports, les chauffeurs de transport en commun de la ville d'Abidjan sont formés par le ministère de l'Artisanat et par leur ministère de tutelle. Après une première phase théorique, la phase pratique a démarré. Davy Soyo et Serge Coléa. Selon les chiffres officiels fournis par l'Office de la sécurité routière, 94% des accidents de la circulation sont liés à des facteurs humains. Entre autres, l'alcool au volant, le non-respect du code de la route, l'indiscipline des chauffeurs. Pour assainir le milieu, le ministère de l'Artisanat a initié un programme dénommé « Caravane de recyclage des chauffeurs professionnels ». Il s'agit de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route et surtout d'amener au changement de comportement. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un permis pour être chauffeur professionnel. Il faut accompagner ce permis par un ensemble de formations, un ensemble de connaissances qui puissent permettre à ce chauffeur qui contribue énormément à la circulation des biens et des personnes d'être bien formé, de savoir quelle est sa mission, de connaître aussi ses limites. Cette formation d'1 mois concerne les chauffeurs de mini-cars, communément appelés Baka, les autobus, les gros camions, les taxis communaux appelés Wororo et intercommunaux, les taxis compteurs, sans oublier les tricycles. La formation comprend 2 phases. La phase théorique concerne des formations en plénière, donc les modules, la circulation routière, il y a la cartographie, il y a la connaissance technique du véhicule avec les nouvelles technologies, etc. Il y a la psychologie. Après, nous partons à la phase pratique. Ils sont évalués sur leur propre véhicule. Si vous prenez un chauffeur de Baka qui quitte Adjamé pour aller sur Niangon, il rentrera dans le véhicule, il y a des évaluateurs qui sont là, il y a des psychologues, des moniteurs qui sont là et il y a un évaluateur anonyme qui notera aussi. Et tout ça, l'un dans l'autre, nous sortons des données statistiques bien claires. Parmi les chauffeurs qui prennent part à cette formation figure une fille.
Moi, ça me fait un bout de temps que je suis dans le transport, que je roule à Cocody ici. J'ai roulé même Baka, que ce soit taxi, compteur, woro, j'essaie de rouler gros camion, tout ça là, parce que moi, je veux toujours avancer. Donc, quand on parle de formation, je me sens tout juste concernée. Je veux toujours perfectionner et aller de l'avant. Depuis le lancement de la caravane en 2014, 630 chauffeurs ont été formés dans la ville d'Abidjan. Pour cette 4e édition, 150 chauffeurs bénéficient de la formation. Et quittons les routes pour les champs avec le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchers qui a démarré le mois d'août dernier dans plusieurs villes. Il est financé par l'Union européenne à plus de 11 milliards 150 millions de francs CFA. Il est question aujourd'hui de voir comment ce projet évolue dans les zones concernées. Bondoukou, zone de forte production de noix de cajou. Les producteurs ont bien souvent du mal à exporter et certains ont vite fait de trouver la solution. Ils se tournent malheureusement vers l'illégalité en allant vendre leurs noix de cajou au Ghana voisin. C'est le dossier du soir et il est signé Eugène Atoubé. Voici l'une des nombreuses routes pour accéder au Ghana à partir de Bondoukou. Sur cet axe, l'on a compté 4 barrages tenus par une force mixte, dont la mission première est d'empêcher la sortie frauduleuse de l'anacarde de la Côte d'Ivoire vers le Ghana. Mais le terrain donne à voir une autre réalité, déconcertante. On a appris qu'il y avait 100 camions qui devaient rentrer. Donc nous sommes venus faire un blocus avec nos véhicules venus informer le corridor où il y avait tous les corps qui étaient présentés, qu'il ne pas laisser les camions passer. Donc, à notre grande surprise, quand les camions ont commencé à venir, ils ont tiré la S et puis chacun s'est cherché. Les forces de l'ordre qui doivent correctement faire leur travail ne disposent pas suffisamment de moyens pour le faire. Et puis il y a le désœuvrement, le chômage des jeunes. Les opérateurs économiques cupides utilisent ces jeunes gens pendant la campagne, on leur distribue un peu d'argent. Et puis ces jeunes gens s'en prennent aux forces de l'ordre quand elles font leur travail. Les hommes en tenue chargés de la lutte contre la sortie frauduleuse des noix de cajou attendent toujours de bénéficier d'un équipement adéquat en cohérence avec leur mission. La persistance du phénomène a conduit le Conseil du coton et de l'anacarde à mettre sur pied la FIM, Force d'intervention mobile, une sorte de force spéciale chargée de lutter contre la fuite de l'anacarde. Une opération baptisée Cajou Protégé a même été lancée en collaboration avec le Comité national de veille pour renforcer la lutte. Ces actions soutenues par les autorités préfectorales ont suscité beaucoup d'espoir. Espoir vite déçu. Pour bien d'observateurs, 2 raisons majeures sont à relever. D'abord, l'hostilité de ceux qui favorisent le phénomène et qui en tirent le maximum de profit. Ensuite, les difficultés liées à la commercialisation même. C'est la mort dans l'âme que nous assistons, au moins pour cette année. Enlever le produit des mains de nos producteurs et puis par la suite, pour les campagnes à venir, régler véritablement de manière durable la question de la frontière. Qu'est-ce qui se passe pour que les Ivoiriens décident d'aller vendre les richesses de nos pays aux pays voisins? Les agréments que les gens payent, les fiches de transfert, les cartes de pisteurs. Si aujourd'hui il n'y a pas de l'argent sur le terrain, le coton anacarde pouvait reverser ça aux acheteurs pour qu'ils puissent enlever ça dans la main des producteurs. En ce moment, quand ils vont avoir de l'argent, ils vont venir prendre le produit. Selon le Comité national de veille et le Conseil coton anacarde, la campagne 2018 est celle où l'on observe la plus forte recrudescence du phénomène de fuite de l'anacarde vers le Ghana ces 5 dernières années. À Tissié, porte de sortie de l'anacarde, 3 jours en moyenne dans la semaine, des colonnes de camions de 30 à 40 tonnes passent tranquillement la frontière, déchargent leur cargaison et repartent tranquilles. Nous sommes venus en pleine traite. Il y a déjà une unité qui est venue ici par rapport à sa opération à Cajou Protégé. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont même pas encore arrêté un camion. Pourtant, il y a les bruits qui courent un peu partout. Il y a une peine de 2 à 10 ans de prison quand c'est avéré que tu fais ce trafic-là. Mais malgré ça, d'autres pensent que c'est légal. Chaque fois que les éléments des forces de l'ordre interviennent pour arraisonner des cargaisons, ce sont des jeunes gens surexcités, instrumentalisés par les trafiquants, qui s'en prennent
à nos éléments des forces de l'ordre. Et souvent, pour éviter les bavures policières, nos forces de l'ordre sont obligées de baisser la garde, de se retirer. Alors, question. Le Conseil Coton-Nacarde a-t-il communiqué sur l'enjeu de toutes les mesures prises contre ce fléau et ce que paie la Côte d'Ivoire? A-t-on suffisamment mesuré l'environnement de Bandoukou et son particularisme socio-culturel? L'arrêté préfectoral en vigueur contre la fuite de l'anacarde à Bandoukou a-t-il été suffisamment expliqué dans tout son sens et toute sa portée? Les producteurs et les acheteurs, et même le Comité national de veille à Bandoukou, ont vite fait d'épingler le Conseil Coton-Nacarde, taxé d'indolence et d'inertie. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un représentant du Conseil qui est venu pour comprendre le problème des paysans et qui comprend le problème des acheteurs. Il y en a pas. Non, il n'échange pas avec nous. Quand tu parles, il dit non, ça dépend de en haut. On ne sait pas qui est en haut, on ne sait pas qui est en bas. On a fait une réunion avec tous les préfets de la région pour qu'ensemble on trouve une stratégie commune. On va continuer toujours de sensibiliser les populations afin qu'elles comprennent la nécessité de vendre leurs produits en Côte d'Ivoire. La campagne en 2018 de la commercialisation de l'anacarde dans la région de Bandoukou est comparée à une dangereuse connexion pour toute la nébuleuse dont elle s'est couverte. Si chacun ne joue pas sa partition, on ne fait que dénoncer. Mais pour la répression, il faut les forces de l'ordre. Quand ils même nous disent qu'ils sont forcés. Bon, toutes les autorités de la ville, en tout cas, elles sont au courant. On a fait des courriers, on allait les voir, on leur a dit tout, mais c'est la même chose. Nous voudrions que les effectifs soient renforcés et que des moyens conséquents, adéquats, soient mis à la disposition des forces de l'ordre pour qu'elles puissent faire correctement leur travail. Chose frappante, les parrains, si on peut les appeler ainsi, qui organisent le convoi de camions entiers vers le Ghana sont connus. Au nombre de ceux-ci, les acheteurs et les exportateurs très puissants de la filière cajou, responsables présumés de menaces, violences physiques et séquestration. Ils ont admirablement réussi à imposer la loi du silence grâce à leur méthode mafieuse. Dans le domaine de la télécommunication, le sommet Smart Africa, forum mondial de l'Union internationale des télécommunications de Durban en Afrique du Sud, se prépare. Les ministres des 18 pays membres de l'Alliance Smart Africa et le comité de pilotage de cette alliance ont fait le point des différents projets. L'objectif est d'aller à une Afrique aux villes intelligentes en rendant Internet accessible à tous, en renforçant l'engagement des États membres et les infrastructures Internet. L'Alliance Smart Africa est un réseau qui a pour ambition de rapprocher le secteur privé et les gouvernements africains autour des enjeux de l'accès à Internet en Afrique. L'actualité internationale nous conduit au Cameroun, en Suède et au Mali avec la formation d'un nouveau gouvernement. Olivier Iriebi et Herman Guivé. Depuis hier, le Mali a un nouveau gouvernement. La liste des membres a été publiée le 9 septembre à Bamako. Le nouveau gouvernement malien est composé de 32 membres contre 36 dans le précédent. L'on enregistre 12 départs, dont celui inattendu du ministre des Affaires étrangères, Thiéman Hubert Coulibaly, pourtant proche du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est remplacé à ce poste par l'actuelle conseillère diplomatique du chef de l'État malien, Kamissa Camara, très connue dans les ONG, qui prend notamment la bonne gouvernance. Le nouveau gouvernement malien compte 11 femmes. La ville de Bamenda, chef-lieu de la région du nord-ouest du Cameroun, est soumise à un nouveau régime de liberté. Un couvre-feu a été instauré depuis hier à la suite d'une attaque de sécessionnistes sur un convoi de bus dans le village d'Akoum, à quelques kilomètres de la ville de Bamenda. Bilan, un mort et plusieurs blessés. La région est depuis lors sous couvre-feu, des mesures loin d'intimider les combattants qui se réclament de l'Ambazonie, république indépendantiste de la région anglophone camerounaise. Les élections législatives de Suède, organisées dimanche, ont été marquées par une nouvelle progression de l'extrême droite. Les démocrates de Suède recueillent plus de 17% des suffrages. Comparé aux précédentes élections de 2014, le Parti des démocrates de Suède, anti-immigration et eurosceptique, enregistre une évolution de 4,7 points. Il réalise ainsi le gain le plus important parmi les partis avec 63 sièges au Parlement contre 49 auparavant. La coalition de centre-gauche devance légèrement l'alliance de droite avec 40,6% des voix contre 40,3%
80%. Quant au résultat définitif de ces élections, le vote des 200 000 Suédois de l'étranger sera dépouillé mercredi. Et c'est la fin de ce journal supervisé par Victorine Yaoyoboué. La rédaction de RTI 1 souhaite à tous une très bonne rentrée scolaire.